Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée au film de la licence Pokémon. Ici, on va parler du dernier film de la 4ème génération, à savoir Zoroark, le maître des illusions. C'est un film qui va d'ailleurs se détacher complètement des précédents qui formaient à eux seuls une trilogie, rendant ainsi celui-ci plus unique en son genre, en plus de servir comme passerelle afin de promouvoir la 5ème génération, celle de noir et blanc. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement je me souviens qu'il s'agit là du tout premier film Pokémon que j'ai vu dans sa version japonaise, tout simplement car les trailers du film m'avaient bien trop hypé, au point où même moi je ne pouvais plus attendre, étant pourtant un fervent défenseur de la version française. Nous étions en fin 2010 donc, pile au moment où j'ai créé ma chaîne YouTube, tu parles d'un hasard. D'ailleurs, les plus anciens d'entre vous qui étaient déjà abonnés s'en souviendront peut-être, mais à l'époque de la sortie du film en DVD chez nous, j'avais justement fait une vidéo dans laquelle je présentais ce dernier. Mais au final, c'est un film qui m'avait un petit peu laissé sur ma faim, justement car toutes les fameuses scènes qui m'avaient initialement hypé lors des différents trailers n'étaient finalement pas présentes dans le film au final, alors forcément j'étais assez confus. Mais bon, on reviendra sur ce point-là plus en détail lors de la partie anecdote, ne vous inquiétez pas. Malgré cela, c'est un film qui me provoque mine de rien pas mal de nostalgie. Déjà dans un premier temps par l'intermédiaire de la présence de Zorua et Zoroark, là aussi on en reparlera dans un tout petit instant bien entendu, mais aussi en grande partie grâce à son générique de fin que j'adore et que je connais par cœur tellement on le spammait durant des soirées entières de Shiny Hunting sur MSN à l'époque, avec des amis qui je l'espère se reconnaîtront. Et je dois bien vous avouer que comme pour les deux précédents films, mon avis sur celui-ci a pas mal changé depuis, à ma grande surprise et plutôt en bien d'ailleurs. Alors je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de rentrer plus en détail dans le vif du sujet. Commençons donc par aborder le duo vedette du film afin que cette 5ème génération soit mise à l'honneur, je parle bien évidemment de Zorua et Zoroark. Alors autant vous l'avouer d'entrée de jeu, mais comme beaucoup d'autres à l'époque, je suis moi aussi tombé sur leur charme dès que ces derniers ont été révélés. A vrai dire, c'est la première fois que j'assistais à la révélation de nouveaux Pokémon, et qui plus est ceux d'une nouvelle génération, donc forcément ça m'a très certainement influencé à ce moment-là. Mais ce côté d'ambassadeur qu'ils représentent ainsi, couplé à leur design que je trouve encore aujourd'hui fantastique, cette espèce d'air un peu perfide, rusé comme les renards qu'ils sont, c'est tout bête mais je les trouve tellement réussis au final. Et d'autant plus lorsque l'on a appris plus tard leur pouvoir d'illusion, ce qui accentuait cette part de mystère ainsi que leur côté badass à mon sens. Bref, vous l'aurez compris, ces deux-là ont très rapidement grimpé dans la liste de mes Pokémon favoris, à tel point qu'en me lançant sur YouTube quelques mois après, j'avais décidé que certes mon pseudo ferait référence à Givrali, mon Pokémon préféré, mais que je voulais également mettre Zoroark en avant par l'intermédiaire de mon avatar, que je n'ai jamais changé en plus de 11 ans maintenant. Par conséquent, inutile de vous avouer que j'avais hâte de les voir en action dans ce film, et c'est d'ailleurs quelque chose qui avait beaucoup joué sur ma hype à l'époque, mais là encore, on reviendra sur ce point-là un peu plus en détail lors de la partie centrée sur les anecdotes, et vous allez comprendre pourquoi. Ceci étant dit, j'aime beaucoup l'idée d'avoir très rapidement séparé ce duo au début du film, permettant ainsi une opposition assez intéressante entre les deux, tout en faisant en sorte que chacun ait un rôle bien opposé. Par exemple, l'intimidante Zoroark de son côté sera portrayé comme étant la menace du film par l'intermédiaire de Kodai, en aidant directement l'antagoniste de l'histoire donc. Tandis que dans le but de rétablir la vérité sur les agissements de ce dernier, le mignon petit Zorua quant à lui rejoindra les héros du côté des gentils. Un symbolisme plutôt simple et efficace, mais qui fonctionne surtout. Cependant, je dois bien avouer que je trouve que ces deux-là sont très peu développés au final. Après tout, on comprend très vite leur relation et ils n'ont rien à établir de nouveau, ils ont juste été séparés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'entre le début et la fin du film, il n'y a pas de réel changement pour eux, que ce soit dans leur relation ou bien dans leur rôle par exemple, ce qui à mon sens manque un petit peu de profondeur, et c'est bien dommage vu que ce duo est à la tête du film justement. De plus, je dois bien vous avouer que selon moi, la scène de la pseudo-mort de Zoroark n'était vraiment pas nécessaire. Tout simplement car à ce moment-là du film, les héros ont déjà neutralisé Kodai, ça n'a donc plus vraiment d'intérêt hormis pour proposer une scène larmoyante de manière un peu trop forcée à mon goût. Mais bon, j'imagine qu'il fallait légitimer la présence de Celebi et que cette scène était surtout là afin d'appuyer son pouvoir, ce dernier finissant ainsi par revitaliser Zoroark avec l'énergie de l'onde de temps. Et justement, puisque l'on parle de tous ces autres éléments du film, penchons-nous davantage sur l'antagoniste de cette histoire, je parle bien évidemment de Kodai. Ce dernier représente la caricature de l'entrepreneur prêt à tout pour arriver à ses fins, au point même de contrôler les médias à sa guise, et cela dans l'optique d'obtenir toujours plus de pouvoir. Comme pour les précédents donc, on a ici droit à un énième antagoniste plutôt avide et assez mégalomane sur les bords. Sauf que celui-ci possède une particularité notable que ses prédécesseurs n'ont pas, il est crédible. Et oui, car à l'inverse de Gélardan ou encore Zero, Kodai quant à lui prouvera à maintes reprises dans ce film qu'il est bien plus ingénieux qu'eux. Car celui-ci, ayant la technologie nécessaire afin d'être capable de reproduire le pouvoir de Zoroark, il se servira de ses illusions afin de pouvoir effrayer la population pour mieux la gouverner. Et c'est une idée qui fonctionne sacrément bien, c'est aussi simple qu'efficace encore une fois car cela permet non seulement de montrer la puissance du pouvoir de Zoroark, mais aussi la malice de Kodai placée ainsi en tant qu'antagoniste. Et cela fonctionne notamment grâce au fait que ce film est justement rempli de petites scènes qui servent justement à crédibiliser ses actes.
C'est un homme de haut rang qui a tout réussi grâce à ses visions du futur. Il est donc plutôt légitime que ce dernier puisse avoir accès au contrôle des médias de la ville par exemple. Et c'est ainsi qu'il va se servir de cela pour instaurer une peur imaginaire chez les habitants, afin que ces derniers restent chez eux, à l'abri du danger soi-disant, lui laissant ainsi les rues parfaitement libres afin de pouvoir chercher son véritable objectif, qui n'est autre que Celebi. Et encore un peu plus tard, Kodai prendra même les devants en capturant les héros avant même que ces derniers n'agissent grâce à son pouvoir de vision. Bref, ce sont des actions toutes simples, mais cela le rend crédible malgré tout, c'est donc un antagoniste plutôt réussi selon moi. Un autre point plutôt réussi à mon sens d'ailleurs, c'est le climax du film. Dans celui-ci, tous les héros sont soit trop occupés à gérer les effectifs de Kodai, soit directement en prise avec ce dernier, comme Sacha par exemple qui se fera immobiliser et sera donc dans l'incapacité d'agir. Ce qui fait qu'on se retrouve techniquement avec un antagoniste qui arrive à ses fins justement, c'est assez dingue quand on y pense tout de même. Mais c'est justement là qu'intervient le twist ultime du film, car toute cette scène n'était qu'une illusion provoquée par Zoroark. Une illusion que même Kodai n'aura pas pu dissiper, et au contraire c'est celle-ci qui fera éclater la vérité au grand jour, car tout a été filmé. Et c'est tellement ironique comme situation au final que ça en devient génial. C'est littéralement l'arroseur arrosé, mais c'est aussi une fin brillante pour un tel personnage je trouve. Surtout que c'est assez rare pour être souligné, mais pour une fois on nous explique l'histoire de l'antagoniste dans un film Pokémon. Ce dernier ayant appris l'existence de l'onde de temps, un passage temporel utilisé par Celebi et pouvant entrer en contact avec l'être humain, c'est en étant tenté par cette expérience qu'il a obtenu son pouvoir, et accessoirement causé la mort de toutes les plantes de la ville par le passé, mais bon. Petit aparté à ce propos d'ailleurs, mais il faut savoir que Kuropolis s'inspire visuellement et en grande partie d'Amsterdam, mais aussi d'Aalborg au Danemark, une ville réputée pour son aspect écologique justement, mais aussi car cette dernière est reconnue pour ses équipes de hand et football, dont ce film s'inspire pour le Paintball Pokémon, le sport pratiqué localement et qui mélange les deux précédemment cités. Mais là où je voulais en venir surtout, c'est que par conséquent, la présence de Celebi dans ce film, mais aussi son lien avec la ville de Kuropolis, est donc parfaitement logique au final, lui qui est considéré comme un emblème de la nature par excellence. Et ici, Celebi se fait certes victimiser comme à son habitude, souvenez-vous, je vous avais dit lors de ma review du 4ème film que Celebi qui se fait étrangler, c'est quelque chose de plutôt récurrent dans l'animé. Mais malgré cela, il sera ici bien plus utile qu'à l'époque, notamment en servant au développement de Kodai ainsi qu'à cette idée du pouvoir de la vision futuriste. Bref, pour le coup, il y a une réelle connexion entre ces deux-là et c'est encore une fois assez rare pour être souligné, mais c'est surtout bien pensé afin de pouvoir exploiter ces deux-là vis-à-vis de cette même thématique. Et c'est un point que je voulais noter justement car pour une fois, on n'est pas simplement face à un Pokémon fabuleux qui fait juste acte de présence en tant que mascotte d'un film, mais qui ne sert strictement à rien, sachant que c'est là aussi un cas qui va finir par devenir récurrent pour les prochains films, mais on n'y est pas encore. Concernant les anecdotes autour de ce film, il faut dans un premier temps savoir que ce dernier a sans doute subi pas mal de changements au cours de sa production. Et oui, je vous en parlais en début de vidéo, mais pour ma part, il s'agit là du premier film Pokémon pour lequel j'ai pu voir ces fameux trailers japonais, dont je vous parlais lors de mes reviews précédentes, ces mêmes trailers remplis de scènes qui n'apparaissent finalement jamais dans le rendu final de leurs films respectifs. Et évidemment, celui-ci ne fait pas exception. Par exemple, lors de son premier teaser, dévoilé à la fin du film précédent, on y voyait tout simplement Ho-Oh et Lugia se livrer à un combat aérien. Évidemment, il fallait promouvoir la sortie des remakes de la deuxième génération, donc ça paraissait plutôt logique d'avoir un film avec ces deux-là en vedette. Puis, un peu plus tard, le premier trailer du film fut révélé, et bien évidemment, aucune trace de Ho-Oh ni de Lugia, mais bien la révélation de Zoroa et Zoroark. Mais en plus de cela, ce trailer nous offrait une vision du film bien différente, notamment par l'intermédiaire de Zoroa arrivant à se téléporter grâce au pouvoir de Celebi, mais aussi et surtout Zoroark se transformant ainsi en Sacha maléfique. Bref, toute cette mise en scène laissait vraiment penser selon moi que Zoroa et Zoroark étaient censés être les véritables antagonistes du film, ou dans une moindre mesure, qu'ils étaient certainement les Pokémon de Kodai chargés de capturer Celebi. Bref, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi ce film m'avait quelque peu laissé sur ma faim la première fois où je l'ai vu. Je ne connaissais pas ce phénomène des faux trailers concernant les films Pokémon à l'époque, donc forcément j'étais très confus devant le résultat final. J'avais l'impression d'avoir vu le mauvais film en fait, tout simplement. Je serais d'ailleurs plutôt curieux de savoir si je suis le seul dans ce cas-là, ou si au contraire certains d'entre vous ont également subi le même sort avec ce film ou un autre de la licence. Mais au-delà de ça, il faut savoir que ce film marque la première réunion du trio des félins légendaires dans l'animé, en plus de marquer la première apparition de Raikou dans un long métrage de la saga, enfin, si on exclut La Légende du Tonnerre, un film hors série qui a été découpé en 3 épisodes chez nous et intégré dans la saison dérivée Pokémon Chronicles, que je vous conseille fortement au passage si vous ne l'avez jamais vu. Au passage, il faut savoir qu'à partir de ce film, Sacha a officiellement rencontré tous les Pokémon légendaires des 4 premières générations. Mais sachez également qu'il s'agit là de la première apparition d'un Pokémon légendaire chromatique dans l'animé, grâce à la présence des 3 félins originaux encore une fois. D'ailleurs, j'imagine que la plupart d'entre vous sont déjà au courant, mais ces derniers font office de référence à un événement lié à la sortie des jeux de la 5ème génération.
En effet, je ne sais pas si vous en aviez profité, mais vous pouviez récupérer les 3 félins légendaires chromatiques par cadeau mystère sur toutes les versions de la 4ème génération. De plus, si au moins l'un d'entre eux était transféré dans vos jeux de la 5ème génération, vous pouviez débloquer un événement vous donnant ainsi accès à la récupération d'un Zoroark au bois des illusions. Mais ce n'est pas tout, car un autre événement lié à ce même film a eu lieu. Ce dernier vous permettait de récupérer un Celebi, là encore dans tous les jeux de la 4ème génération. Cependant, ce dernier vous donnait non seulement accès à un événement exclusif dans les versions Hard Gold et Soul Silver dans lesquelles vous pouviez voyager dans le temps et combattre Giovanni, mais aussi, et surtout ce qui nous intéresse ici, si vous transfériez ce même Celebi dans vos jeux de la 5ème génération, celui-ci vous permettait d'obtenir directement un Zorua en vous rendant dans la ville de Volucité. Je me souviens d'ailleurs que personnellement j'ai pu profiter de cet événement le jour même où j'ai acheté ma version blanche, et c'était tellement kiffant d'avoir directement mon petit Zorua pendant mon aventure. Mais bon, revenons aux anecdotes centrées sur ce film donc. Il faut également savoir que contrairement aux anciennes générations, il s'agit là de la seule apparition de Pokémon de la 5ème génération avant la sortie de l'anime de Noir et Blanc. En effet, car d'habitude, il n'est pas rare que des Pokémon d'une prochaine génération apparaissent dans l'anime de la génération antérieure, comme par exemple Marill ou Togepi dans les premières saisons, Brazegali à la Ligue Johto, ou encore Goinfrex et Pijaco dans les saisons Advance. Et enfin, toujours dans cette optique liée à l'anime principal et histoire de conclure cette partie des anecdotes, répondons enfin à cette fameuse question, à savoir est-ce que ce film est considéré comme étant canon ? Eh bien je ne vais pas vous mentir, c'est assez confus. D'un côté, Sacha semble clairement reconnaître Celebi lorsque ce dernier apparaît dans le film. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est de savoir si une quelconque allusion à ce film est faite plus tard dans l'anime principal. Et c'est justement là où ça coince. Car lors de la génération animée de Noir et Blanc, Sacha rencontrera à la fois un Zorua puis un Zoroark, mais dans les deux cas, il n'effectue aucune remarque quelconque faisant allusion au film ou bien tout simplement au fait qu'il en ait déjà rencontré par le passé. Donc au final, on ne sait pas vraiment malheureusement. Pour conclure, c'est un film que je trouve très juste dans son ensemble. Il n'est pas spécialement exceptionnel, mais le tout fonctionne plutôt bien à mon sens. Les personnages sont tous liés et ont tous une utilité, comme Miranda qui joue un double jeu, ou encore Charles qui représente le complotiste, en plus du reste que j'ai déjà évoqué. Bref, le tout forme un cercle qui s'assemble vraiment bien selon moi, et c'est donc une réussite pour ce dernier film de la génération animée de Diamant et Perle, qui reste à ce jour la meilleure et de très très loin en ce qui me concerne. Mais je serais curieux d'avoir vos avis en retour justement. Qu'avez-vous pensé de ce clap de fin pour cette 4ème génération ? Selon vous, ce film est-il réussi ou non, mais surtout pour quelles raisons ? En tout cas, j'espère que vous avez bien profité de mes différents avis sur ces derniers films, car je peux vous le dire, c'est à partir du prochain que l'on va entamer la longue chute de l'anime dans son ensemble, mais surtout au niveau de ses longs métrages. Et oui, nous quittons ce fameux âge d'or pour justement rentrer directement dans ce que l'on pourrait d'ores et déjà nommer comme étant l'âge sombre de Pokémon, et malheureusement cela va durer un certain temps. Mais bon, tâchons de relativiser, car cela ne veut pas forcément dire que tous les prochains films seront tout bonnement mauvais pour autant, car après tout, rien n'est jamais simplement noir ou blanc.